La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Vincent, l'horlogerie est une industrie, mais elle est aussi une affaire de passion et d'entrepreneur. Pour en parler, nous recevons un de ses enfants prodiges qui s'est lancé un nouveau défi en 2019, aider Louis Erard à se réinventer. Cette manufacture dont il est en partie propriétaire, aussi administrateur délégué, Manuel Hensch, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir. Plaisir d'être là. Merci d'être avec nous. Trouver le bon équilibre entre passion et rentabilité dans l'horlogerie, ce n'est pas toujours chose facile. Alors on va tenter de comprendre dans cette émission quelles sont vos aspirations aujourd'hui pour la marque Louis Erard. Et puis avant ça, portrait. Manuel Hensch, votre parcours est passionnant. Il commence avec une formation à Art Center Europe, puis avec un diplôme d'HEC en 98. Vous passez un an chez Rado, puis vous devenez le plus jeune CEO du Swatch Group en 2001, aux commandes de la marque Jacques Hédro. Vous reprenez ensuite les rênes de la maison Romain Jérôme pendant près de 7 ans. Puis vous initiez la chaire de design horloger à la Aide, dont vous êtes membre toujours du conseil académique. 2017, vous intégrez le conseil culturel de la FHH, la fondation de la haute horlogerie. Et puis vous créez votre bureau spécialisé dans le conseil pour les entreprises actives dans le monde de l'horlogerie. Et c'est dans ce cadre-là que vous commencez à travailler sur la transformation de la marque Louis Erard, dont nous parlerons en détail en deuxième partie. On va commencer peut-être par le début. Vous vous rappelez de votre première montre ? Oui, je me rappelle très bien de ma première montre. C'était une Swatch. C'est une Swatch de mon grand-père. C'était en 83. Donc, je ne vais pas dire l'âge que j'avais, mais disons, c'était tout le début du lancement de Swatch. Et c'était à Noël en 83. Et je me rappelle très bien d'avoir reçu cette montre, la première montre de ma vie. Quand on est enfant ou adolescent et que l'on reçoit une montre, quel rapport on entretient avec elle ? Je pense que la montre, c'est un objet émotionnel. Donc, il y a un lien émotionnel qui se crée. En l'occurrence, j'ai ce rappel, pas tellement de la montre, mais plutôt du geste, plutôt de ce Noël, plutôt de cette transmission de quelque chose. Et je pense que les montres, ça, dans mon parcours en tout cas, même si je suis né dans l'horlogerie, enfin dans un des centres de l'horlogerie à Granges, à Soleure, ce qui a un peu rythmé ma vie, c'est les relations avec l'horlogerie tout au long de ma vie. Donc, moi, j'ai pas forcément été passionné au début d'horlogerie. Ma passion, elle est venue à l'âge de 15 ou 16 ans, quand j'ai commencé à acheter des Swatch pour les revendre en Italie, pour gagner un peu d'argent de poche à l'époque. Et comme souvent, quand on commence quelque chose dans une réflexion peut-être économique à l'époque ou simplement de business, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on savoir, parce que sans savoir, c'est quand même difficile de faire un business. Et en apprenant, que j'ai commencé à me passionner de l'horlogerie. Et c'est un peu comme ça que, je dirais, mon parcours a commencé, ou disons ma passion pour l'horlogerie a commencé. Il y a des règles universelles à respecter pour créer une montre équilibrée que les gens auront du plaisir à porter ? Oui et non. Je pense qu'on reste avant tout une industrie créative. La créativité est fondamentale. La montre est quand même... Je pense que l'objet ou le produit montre est fondamental et ça doit être au centre. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a été un peu oublié ces dernières années, c'est que finalement, le produit a été presque périphérique sur la marque, le marketing, la distribution, le retail. Et je pense que depuis quelques années, on voit que la montre revient heureusement un peu au centre de l'attention. Aujourd'hui, les collectionneurs, les gens passionnés d'horlogerie, ils valorisent le produit au-delà de la marque. Vous parlez des collectionneurs et le monde de l'horlogerie suisse s'adresse à beaucoup de clients différents. Et si on prend juste les pays, comment est-ce qu'on crée une montre pour un Chinois, pour un Américain, pour un Japonais ? Est-ce qu'on la pense comme ça ? Surtout pas, en tout cas pas dans mon cas. Moi, je pense que, encore une fois, le produit est fondamental. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire un produit qui me plaît tout d'abord. Quelque chose qui est universel. Je pense que la montre qui est trop orientée marché est aussi un risque majeur. Parce que les marchés n'ont pas la même vitesse, n'ont pas la même évolution, n'ont pas la même maturité. Et souvent, les marchés les plus forts, ou ceux qui croient le plus fort, ne sont pas forcément les plus matures. Donc, en faisant des montres pour des marchés comme la Chine, par exemple,
on prend quand même le risque de faire un produit qui est peut-être un peu en retard sur les tendances. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure. Il faut plutôt chercher une règle universelle qui, peu importe en fait, on ne vise pas un public en particulier, mais d'abord un objet qui va vous plaire à vous. Ouais, absolument, absolument. Alors la montre, elle plaît visuellement, certes, elle est polyvalente aussi, elle donne l'heure. C'est un bon objet de passion mécanique, de signe de reconnaissance sociale, un accessoire de mode ou aussi un simple investissement. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? La montre, ma vie, aussi simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, la montre, ça m'a rythmé dès ma jeunesse. Je suis né dans l'industrie horlogère, je suis né dans un des centres de la production d'horlogerie. Votre famille aussi était... Ma famille aussi, mon grand-père, ma mère ont été dans l'horlogerie, donc ça fait partie je dirais, de la DNA, pour prendre un mot un peu galvaudé dans l'horlogerie aussi, de ma vie. Aujourd'hui, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de créativité pour moi, c'est un moyen de mettre à disposition mon savoir, mes idées, mes concepts, ma créativité. Manuel Emsch, avant la crise du quartz, les montres mécaniques étaient plutôt des objets courants, bien qu'il existait déjà depuis des centaines d'années des montres d'exception. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, la montre mécanique est repartie et est devenue plus que jamais un objet de passion ? Alors, je pense que ça s'est fait par étapes. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que la crise du quartz, elle a fait prendre conscience que la montre, en tant qu'instrument de précision, n'était pas suffisant. Surtout mécanique. C'est-à-dire que le quartz est quand même par essence plus précis. Et donc, il y a cette gentiment cette mise en marche de se rendre compte que l'objet montre doit dépasser le stade du simple instrument de mesure du temps. Et il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la notion de marque, il y a eu la notion d'objet d'art, il y a eu la notion d'objet d'investissement récemment, plus en plus. Et donc, en fait, la montre, elle est redevenue à regagner ses lettres de noblesse, en tout cas la montre mécanique, par étapes. Par étapes, à travers, premièrement, cette idée d'objet d'art, d'objet de collection, d'objet fait à la main, d'artisanat, d'objet de marque. Parce qu'il y a aussi des grandes maisons qui sont arrivées dans l'horlogerie au début des années 2000, qui ont aussi redonné une certaine dynamique à cette industrie. Et à fur et à mesure, ce développement, et dans les 3-4 dernières années, surtout cette notion aussi d'investissement, de la montre comme un asset, comme une classe d'assets à part entière. C'est un bon investissement, une montre aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être le meilleur des dernières années. Si on compare les différentes classes d'assets, peut-être pas l'immobilier, mais ça dépend les marchés, mais la bourse, difficile, les cryptos ou les NFT, c'est quand même encore un peu au début. Et la montre, si on regarde, est quand même un objet qui, depuis 2 ou 3 ans, est une croissance continue chaque année, d'année en année. Et ça attire aussi de plus en plus d'investisseurs, ce qui crée une espèce de cercle, appelons-le vertueux. Alors moi, je ne dirais pas forcément vertueux, parce qu'il y a trop. C'est peut-être surspéculatif, mais disons, ça amène à ce que la montre devient un très bon investissement. Mais aussi. il y a vraiment un marché. Parce que vendre une action, vendre une crypto, c'est plutôt simple. Mais une fois qu'on a acheté une montre, il va falloir bien la conserver et puis ensuite la revendre. C'est pas un investissement si facile. Oui et non, mais ça l'est plus que l'art, par exemple l'art contemporain. Parce qu'un artiste aujourd'hui, selon l'année de création, selon le média, selon la taille de l'œuvre, c'est un prix qui dépend de l'œuvre. L'horlogerie, à moins que ce soit des pièces uniques, mais souvent est quand même relativement... c'est quand même des produits qui sont produits à quelques centaines, peut-être des fois milliers d'exemplaires, et ça permet de tracer presque de manière régulière sur le marché l'évolution des prix. Donc ça permet de créer appelons-le une tendance, et donc c'est relativement facile à maintenir, c'est relativement facile à garder. Oui, c'est pas aussi liquide que certaines autres classes d'actifs, mais en même temps, c'est une classe d'actifs qui, au pire des cas, vous pouvez toujours la porter au poignet. Moi, j'ai encore rarement vu des gens avec une action ou avec un NFT, surtout pas, ou une crypto au poignet. Donc, au fond, ça reste, quoi qu'il arrive, un objet passionnant, un objet personnel, un objet intime, un objet de collection. Et ça, je pense que ça ajoute beaucoup.
Parlons un petit peu de ce marché gris. Il y a des plateformes online aujourd'hui qui permettent Gris de vendre deuxième marché. deuxième marché, qui permettent de vendre des montres d'occasion qui n'ont jamais été portées. Alors certains spéculateurs arrivent à en obtenir puis les revendent 4-5 fois le prix. Il y a aussi le boom des ventes aux enchères, on l'a vu récemment avec des pièces qui dépassent le million. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque de bulle? C'est une bonne question. Personnellement, je ne pense pas, parce que premièrement, c'est un phénomène très récent. C'est un phénomène qui s'est accéléré très vite. On en parle finalement de ce second marché que depuis très récemment. On s'est rendu compte que le second marché est plus grand que le premier marché, par exemple, parce qu'il y a quand même plus de montres disponibles. Et il y a une réalité simplement de production. Aujourd'hui, l'industrie horlogère suisse, avec toute sa bonne volonté, n'a pas la capacité d'augmenter les volumes de manière considérable. Si on arrive à augmenter de 3, 4, 5% par année nos capacités de production de montres suisses, par exemple, c'est déjà énorme. Parce qu'il nous faut Patek Philippe qui a arrêté la production d'un modèle. Voilà, par exemple. Mais c'est simplement parce qu'il faut trouver les gens, il faut trouver les spécialistes, il faut trouver les horlogers, il faut trouver les artisans, et ils ne sont pas foisons. Donc il y a une simple réalité d'offres limitée. Ça, c'est une chose d'un côté. Puis après, comme d'habitude, c'est une question d'offre et de demande. Et la demande, elle s'est accélérée récemment. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, parce qu'on est dans un monde global, on est sur les réseaux sociaux où les gens s'échangent, les gens savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens... Moi, quand j'ai commencé à l'horlogerie au début des années 2000, on vendait des montres suisses. Après, on vendait à travers des filiales. Donc, une question de... Donc, on a commencé à structurer la distribution. Après, on vendait des marques avec des magasins. Et aujourd'hui, on vend des produits. Aujourd'hui, il y a certains produits dans certaines marques que tout le monde veut et tout le monde sait lesquels sont. Donc, ça crée forcément énormément de demandes sur relativement très peu d'offres. Et donc, on a ce décalage, bien entendu, entre offre et demande qui fait un deuxième marché très fort. Alors, est-ce qu'il est exagéré ? Oui, pour nous, parce qu'il est contre-productif. Parce qu'au fond, on n'est pas là pour... On n'est pas des sociétés d'investissement. On est, encore une fois, on produit des produits, on produit des montres, on produit des objets. On a envie de satisfaire les clients, on a envie que les clients soient heureux et qu'ils continuent à être fidèles. Donc là, il y a certainement un petit décalage qu'il faudra, mais qui, à mon avis, va forcément se réajuster parce qu'il y a un effet, je dirais, un peu d'exagération, un peu un pic en ce moment. Manuel Hemsch, parlons maintenant de Louis Erard, dont vous êtes donc en partie propriétaire, comme on le disait tout à l'heure, et aussi administrateur délégué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est exactement votre rôle, en fait, pour commencer par ça ? De facto, je dirais, je suis un peu le directeur de la société. Mais moi, j'aime l'idée de l'indépendance. C'est un élément fondamental pour moi. Et donc, je n'ai pas voulu prendre le rôle de CEO. Pour quand même être cohérent par rapport à ce que je fais, administrateur délégué, qui est un peu un pendant, mais sans être tout à fait ça. Et en fait, c'était une volonté dès le départ, parce que moi, premièrement, j'aime l'idée de l'indépendance et je l'aime pour les autres aussi. Donc, c'est pas que pour moi. Deuxièmement, j'ai travaillé dans des grands groupes avec des hiérarchies, beaucoup, trop. Pas de coup pour la mentionner. Voilà, beaucoup, peut-être trop de hiérarchies. Et donc, moi, j'aime pas l'idée de la hiérarchie. Je l'ai jamais aimé d'ailleurs. Je m'y suis fait, mais je l'ai pas aimé. Et donc, une des premières choses que j'ai faites chez Louis Erard, c'est simplement ne pas créer de hiérarchie. Donc, tout le monde est indépendant, tout le monde est autonome. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de responsable. Ou, bien entendu, il y a l'un ou l'autre poste où quelqu'un doit gérer une autre personne. Mais au fond, chacun est libre. Et une partie de l'équipe est d'ailleurs indépendante aussi, travaille sur plusieurs choses. Alors, tout petit retour en arrière, 2019, c'est l'année de votre arrivée chez Louis Erard. La marque est ancienne, fondée en 1920 à Noirmont, dans le Jura, mais elle a fait malheureusement faillite dans les années 90. La voici de nouveau relancée. Vous avez réduit le nombre de références, revu le circuit de distribution. On peut l'acheter aussi en ligne. Aujourd'hui, comment se porte la marque Louis Erard ? Elle se porte à merveille, tout va bien. Ah oui, à merveille. Écoutez, quand je suis arrivé, en effet, les histoires, comme dans toutes les histoires, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de ce que fait une histoire. Ce qui est intéressant dans la marque Louis Erard, elle a été fondée en 1929, en pleine crise financière. Donc, je pense qu'il y a une certaine résilience naturelle. Elle a connu les années quartz, les années du crise du quartz qui ont passé par là. Donc, elle a disparu. Elle a été relancée en 2003. Avec finalement une idée extrêmement intelligente de dire, voilà, on veut offrir la montre mécanique Swiss-made la moins chère du marché. Superbe idée, super succès, très rapide, mais malheureusement avec une stratégie qui est basée sur le prix.
Et le prix n'est pas suffisant pour une stratégie. Pourquoi ? Parce que ça attire très vite les concurrents. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire moins cher ou qui est plus verticalisé. L'OIR étant indépendant, n'avait pas le même accès aux mouvements. Et donc, le prix des mouvements montait, et la concurrence arrivait. Et tout à coup, la marque s'était un peu perdue. Voilà. Elle est allée large, elle a essayé de faire beaucoup de modèles. Le recentrage, le nombre de références qui diminue. Quand je suis arrivé à 300 références, on est descendu à 15, donc c'est plutôt radical, on va dire. Ouais, on a bien. Les chiffres noirs, vous y êtes, vous en êtes loin ? Ah non, on y est largement. Largement. La société a plus gagné d'argent depuis quelques années parce que des volumes, des stocks et des choses comme ça. Et avec 300 ou 400 points, je crois 400 points de vente quand je suis arrivé, et au fond sur une réflexion de marque générique, de distribution, de marge, de volume. Et je pense que le mode, la réflexion, ou disons la stratégie de volume est une stratégie qui, à mon avis, était dépassée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé cette philosophie d'offrir le meilleur prix, cette value proposition ou cette offre de prix, mais non pas seulement sur le mouvement, sur tout ce qui peut faire la philosophie de la haute horlogerie, tout ce que fait rêver les gens dans l'horlogerie. Et dans l'horlogerie, la haute horlogerie, les métiers d'art, les noms, les matériaux, ce genre de choses. Et en recentrant sur une collection très serrée, et surtout en fermant plus de 300 points de vente à ce stade. C'est donc aussi une production qui a réduit. Combien de pièces vous produisez chaque année ? Non, on fait à peu près 6000 pièces par année. C'est ce que j'ai trouvé en arrivant. Sauf qu'à l'époque, c'était 6000 pièces avec 300 références, avec beaucoup de marge, avec beaucoup de détaillants qui finalement ne gagnaient pas beaucoup d'argent parce qu'il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, on fait 2000 montres en direct. Donc au bout de 2 ans, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires est fait en ligne, à travers notre propre site, ce qui paye l'entier de la structure. Ça, c'est original dans le monde de l'horlogerie, faire une telle proportion de ventes en direct en ligne. Moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas si c'est original, je pense que c'est dans l'air du temps. Moi, j'ai toujours dit que mon business model, il est simple, c'est 50% du chiffre d'affaires en ligne et 50% à travers un réseau de partenaires. Et quand je dis partenaires, ce n'est pas juste des détaillants. D'ailleurs, je ne les appelle pas point of sale ou point de vente, je les appelle point de marketing ou touch point. Parce que pour moi, ce n'est pas des endroits où on vend des montres, c'est des endroits où on gère la relation client. Et aussi ce que j'appelle la distribution alternative. Donc là, par exemple, on va commencer à travailler avec la plus grande chaîne de YouTube qui vend des montres, voilà, des jeunes qui ont lancé ça il y a quelques années. On travaille avec des blogs, on travaille avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc la distribution, quand je dis des partenaires, voilà, il y a les meilleurs détaillants du monde. Aujourd'hui, on a fermé 300 points de vente, mais on en a aussi ouvert des très très bons, parce qu'on considère comme étant vraiment les premiums, parce que justement, on veut s'adresser à une clientèle qui comprend et qui connaît la haute horlogerie. Et souvent, elle se trouve dans un environnement qui a l'habitude. Et à côté de ça, la vente, comme je vous ai dit, la vente en ligne, pour nous, jusqu'à 50% du chiffre d'affaires. Je ne vais pas aller au-delà. Donc 2000 pièces sur 6000, c'est à peu près le ratio. Vous livrez comment ces montres qui sont achetées en ligne ? Directement. Les gens les achètent sur notre site internet. On fait ce qu'on appelle des drops. Ça fait une grosse partie de ce qu'on vend en ligne, c'est les drops. Et puis après, la collection, disons, standard, si on veut. Les gens les achètent en ligne et on les livre dans 65 pays à ce stade, je crois, 67 peut-être maintenant. Et ça va très bien. Et c'est surtout ces 2000 pièces qui font vivre la structure. Et ça, pour moi, ça a toujours été clair. Je veux être autonome au niveau organisation et au niveau business de quelconque partenaire. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'être dans un rapport de partenariat et pas dans un rapport de dépendance. Et dès qu'on est dans un rapport de dépendance, c'est toujours la même chose, c'est qu'on négocie, en fonction des hauts et des bas, les marges sont différentes, il y a des contributions à faire à gauche, à droite, et c'est pas forcément intéressant. Moi, je veux vraiment être high level, c'est-à-dire yeux dans les yeux avec mes partenaires, et je veux qu'ils soient contents de travailler avec moi et qu'ils y trouvent un intérêt. Vous parlez de haute horlogerie, un environnement de clientèle sensible amateur de ces montres-là. Vous avez retravaillé tout le design de vos montres avec une nouvelle collection qui est sortie. Dans les garde-temps, par contre, on trouve des mouvements signés ETA, filiale du groupe Swatch, relativement industriel. Vous travaillez aussi avec le fabricant Sellita. Développer vos propres mouvements, ça fait partie de la stratégie dans le futur ? Alors, on ne travaille pas avec ETA. Par principe, je ne travaille pas avec le Swatch Group parce que je sais à quoi m'attendre. Donc, on travaille avec un partenaire clé qui est Sellita. En effet, c'est un mouvement relativement industriel. C'est des volumes relativement grands. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans une gamme de prix entre
allez, 1500 et 4000 francs. Et on offre beaucoup de plus-value. On donne beaucoup de plus-value, on donne beaucoup de valeur aux produits. Et quand vous offrez des cadrans émail grand feu, des cadrans Guillet schéma, des choses que vous trouvez sur des modèles à 20 000, 30 000, 40 000, c'est difficile d'offrir ça avec un mouvement qui a le même prix pour un prix qui est 3 ou 4 fois moins cher. Donc, l'idée de départ, ça a été de dire, bon, il faut qu'on commence quelque part. Et on veut un mouvement qui est béton. Ce sont des bons mouvements. Hein, voilà, des super mouvements. Ce qu'on appelle, nous, dans l'industrie, des mouvements tracteurs. C'est-à-dire qu'ils sont résilients, sont résistants. C'est des mouvements qui sont connus dans le monde entier, que n'importe quel horloger pointu peut réparer n'importe où dans le monde. Donc, ça réduit énormément la problématique de service après-vente. D'ailleurs, on a 0 retour. Quasi pas eu de retour depuis 2 ans de montres. Donc ça, c'est quand même un gage de sécurité et de qualité qui est très important, qui rassure aussi les acheteurs, qui les fait aussi revenir et qui permet aussi, non seulement dans les produits, mais aussi, ça crée, je dirais, une clientèle captive. Donc ça, d'un côté, mais en effet... L'approvisionnement en mouvement, il est garanti ? Oui, parce on travaille sur le partenariat, on a compris comment... Ça fait 25 ans que je suis dans cette industrie, donc j'ai compris que ce qui n'est pas forcément... C'est pas une question de volume, c'est une question de régularité. L'industrie horlogère, c'est beaucoup une question de régularité. Et moi, je garantis à mon partenaire un volume chaque année, un volume minimum, sur relativement peu de références. Donc, on travaille finalement qu'avec 3 typologies de mouvements, un régulateur, qui est un peu le cœur ou le corps de l'ouïar, une petite seconde et un chronomonopoussoir. Et finalement, ça permet de assez bien structurer la donne. Et c'est vraiment la réflexion qui est la base finalement du succès de l'ouïar. On standardise ce qui n'est pas visible pour amener la valeur sur ce que les gens apprécient ou voient. Voilà. Mais pour répondre à votre question par rapport au mouvement, parce que j'ai pas répondu, notre idée, c'est vraiment d'être la meilleure offre de prix dans l'industrie horlogère suisse. Et la meilleure offre de prix, elle n'est pas liée à un prix. Elle est liée à une offre. Donc pour moi, l'ouïar, c'est pas cantonné à être dans une ce qu'on aime bien. On aime bien catégoriser en Suisse, on aime bien mettre les gens dans les tiroirs. C'est le rapport qualité-prix que vous voulez dire. Voilà. Ce que moi j'appelle la value proposition. Donc au fond, ce qui est important, c'est que c'est pas tellement à quel prix on le vend, mais surtout qu'est-ce que les gens reçoivent pour leur argent. Et ça nous laisse une grosse latitude. On peut très bien imaginer aujourd'hui vendre des louis rares à 15, 20 ou 25 000 francs. Et c'est d'ailleurs pas un problème parce qu'on a fait une des collaborations en 7 à 11 000 francs et ça s'est vendu en 3 minutes. Donc le produit le plus cher qu'on a jamais sorti est celui qui a été vendu le plus rapide. Donc ça nous montre que c'est pas une question de prix, c'est une question d'offre. Mais un jour, des mouvements louis rares, c'est possible ? Oui. On a d'ailleurs, autant chez Sellita, c'est-à-dire les mouvements qu'on utilise, c'est des mouvements qui sont exclusifs en partie pour l'ouïar, donc on a développé ensemble. On a aussi un autre mouvement Soprod, base, mais un peseux 70, enfin de base, en régulateur. Notre fournisseur avec la fameuse réserve de marche. Et voilà, il est exclusif, il a été développé pour nous. Donc, on fait faire les mouvements par les spécialistes qui ont la capacité de les faire mieux que nous, mais ils restent en partie exclusifs, en effet. Dernier thème dans cette partie consacrée à Louis Erard, on retourne à la distribution et le rôle des salons, les salons horlogers. Alors, on subit un grand coup avec la pandémie. Baselworld ne s'est pas encore relevé. La Fondation de la haute horlogerie a réinventé un salon à Genève. Vous étiez, vous, à un salon en parallèle, Time to Watches. À vous entendre, la moitié des distributions en ligne, on se demande à quoi servent encore les salons. C'est une bonne question, mais elles servent à ce qui est finalement fondamental dans notre industrie, c'est que c'est une industrie des gens. C'est une industrie humaine. C'est une taille humaine. D'ailleurs, vous avez industrie, j'aime pas le mot. Moi, je dirais un artisanat de volume. Parce que si on regarde le nombre de montres qu'on fait en Suisse, déjà, on en fait un tiers de moins qu'il y a 10 ans. Finalement, 25 milliards de chiffre d'affaires dans à peu près de l'industrie horlogère suisse. On connaît d'autres industries qui font des choses assez terre à terre, qui font beaucoup plus que ça. Donc, moi, je dirais c'est de l'artisanat de volume. Mais c'est avant tout et surtout une industrie de personnes. C'est les interactions. Et les salons, pour moi, c'est le moment, finalement, d'échanger, de parler. Donc, c'est aussi un avantage de ne pas être dans une contrainte de vente.
Parce que vous avez de la qualité. Vous n'êtes pas en train d'essayer de faire votre chiffre. Vous êtes en train d'essayer de voir ce que vous pouvez faire pour encore améliorer la visibilité et la qualité du point de vente. Et quel bilan tirez-vous de Time to Watches Très bien. 2022? Très, très bien. C'était... Vous savez, moi, j'en ai fait quand même encore 1 ou 2 salons en pandémie. J'ai été à Dubaï, j'ai été au Mexique. Il y a eu des pays où finalement ça s'est quand même fait. Mais disons, on a fait Geneva Watch Days en 2020, en 2021. On va refaire en 2022. Donc, on n'a pas vraiment arrêté. Alors, on a essayé de passer un peu entre les gouttes des différentes vagues. Mais là, Time to Watches, c'est la première fois où finalement, on a retrouvé un certain nombre de marchés qu'on avait perdus. C'est-à-dire, soit c'était des salons spécifiques dans les pays, hein, à Dubaï, au Mexique. Donc, c'était sur place. Donc, c'était souvent ce qu'on appelle... c'était plutôt du B2C, donc pour les consommateurs. Et le B2B, on n'en a plus vraiment fait. Et c'était le premier salon, j'ai envie de dire, B2B, à part Geneva Watch Days, qui amenait des clients des États-Unis, qui amenait des clients d'Asie, qui amenait des clients d'Inde, par exemple, des gens qui n'avaient plus pu voyager ces 2 dernières années. Pour terminer cette émission, Emmanuel Hemsch, notre questionnaire utile fut-il? Alors Renaud, on n'a pas parlé un des plus grands producteurs du monde de montres, qui est Apple. Est-ce que vous avez déjà touché, démonté une Apple Watch? Alors, démonter, non, parce que je ne suis pas horloger, donc je pense que c'est après, hein, je n'aurai pas le service après-vente non plus. Donc, acheter, oui. D'ailleurs, j'ai acheté le premier modèle, parce que je voulais comprendre. C'est assez d'ailleurs étonnant. Moi, en 2000, quand c'est sorti, tout au début, j'ai dit, attention, ça va prendre beaucoup de parts de marché. Ça m'a valu un certain nombre de réprimandes de la part de mes collègues en disant, tu comprends rien, ça n'a rien à voir, etc., etc. Résultat des courses, il est là, il est bien là, il est même très fortement là. Moi, après... Plus de monde que toute l'industrie horlogère. oui, et puis en chiffre d'affaires aussi, hein, par la même occasion, avec un écosystème protégé. Mais après, je pense que l'Apple Watch, ça reste avant tout un instrument qui veut donner une qualité de vie. C'est-à-dire que ça va évoluer. Et pourquoi pas, un jour ou l'autre, ça va certainement se dématérialiser. Je ne pense pas que l'objet montre soit l'idée. C'est l'objet d'un device ou d'un objet connecté pour améliorer la qualité de vie. Et donc, un jour ou l'autre, il va certainement se dématérialiser par la force des choses et par l'évolution des technologies. Après, j'ai acheté la première, j'ai trouvé ça ennuyant et compliqué à recharger, machin, etc. Ça ne m'a pas parlé. Mais je m'y suis quand même intéressé. Petite parenthèse, puisque vous parlez de device, alors la montre est prévue à la base pour lire l'heure, pourtant elle s'est rarement exportée sur d'autres supports que le poignet. Certains ont essayé. Vous y croyez à l'avenir? C'est quelque chose... Oui et non, c'est-à-dire que rappelez-vous que la montre bracelet est devenue montre bracelet telle qu'on la connaît aujourd'hui à la Première Guerre mondiale, quand les montres de poche dans les tranchées, c'était pas très utile pour lire l'heure. Et en fait, c'était encore une fois, c'était fonctionnel. Aujourd'hui, je suis d'accord, il n'y a plus cette réflexion-là, mais c'est l'objet de passion, c'est le statutaire, c'est l'objet de savoir-faire. Et à mon avis, vous savez, on vit dans un monde, appelons-le, dans l'opposition, de l'extrême finalement, d'une certaine manière. Et plus les choses deviennent technologiques, deviennent virtuelles, deviennent, je dirais... dématérialisé, et peut-être plus le besoin de se retrouver avec des choses finalement assez maîtrisables, compréhensibles, où on voit encore tout est fait à la main, monté à la main, ça peut rassurer. Je pense que c'est pour ça que moi je suis assez convaincu, et au-delà de l'effet d'investissement, de marque, etc., finalement, les gens ont besoin de compenser peut-être un certain nombre de choses sur-technologiques ou très technologiques par quelque chose d'assez terre-à-terre. Technologie ou le terre-à-terre, c'est la même chose dans cette autre question. Est-ce qu'un jour, il y aura une Louis Erard NFT? Ah oui, bien sûr. Il y a déjà eu, pas en montre, mais en objet. Donc, on en a fait une dernière collaboration. J'ai testé il y a une année en arrière en ajoutant dans le set, finalement, dans la montre, un NFT. En l'occurrence, c'était une œuvre d'art qui allait avec la montre. Il fallait l'activer. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas activé. Alors, soit ils ne l'avaient pas activé parce qu'ils voulaient collectionner ou revendre, soit parce qu'ils ne comprenaient pas, ou soit parce que ça ne les intéressait pas. Donc, il y a un certain nombre de choses. Mais moi, je reste convaincu aujourd'hui que
Alors, je prends le pari de le dire à ce stade-là, comme j'ai d'ailleurs pris le pari à l'époque de l'Apple Watch, qu'une grande partie des montres qu'on vendra dans le futur ne seront pas forcément que physiques. Je pense qu'il y aura un certain nombre de gens qui auront un objet virtuel. Alors, sous forme de NFT, ce qui paraît le plus logique. Mais moi, je me dis aujourd'hui, une génération qui vient derrière, elle n'a pas forcément le besoin de possession matérielle. Mais on a quand même envie de posséder, on a envie d'échanger. Et finalement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui est plus unique? Une montre NFT unique qu'on peut projeter sur son poignet et partager sur les réseaux sociaux et tout le monde sait qu'on est le seul à l'avoir, ou aller chez le détaillant, prendre quelques photos au poignet puis dire voilà, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Donc il y a un certain nombre d'effets, de choses qui se passent dans le monde qui me font croire, pas juste croire, mais qui me rendent relativement convaincu qu'on va aller dans un monde où il y aura la place pour les deux. Parce que même si ça nous fait peur, je pense qu'une partie de l'humanité, et d'ailleurs on le voit en Asie, les gens vivent peut-être à travers un avatar, dans un métaverse, et puis ils voudront que cet avatar soit ce qu'ils sont peut-être pas, ou représente ce qu'ils sont peut-être pas. Et on le voit très bien dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, les jeux vidéo ne vivent pas sur le jeu, mais ils vivent sur l'équipement des personnages. Revenons dans la montre physique, hein, bien réelle. Dernière question. Quelle est votre complication préférée dans l'horlogerie? L'heure minute seconde, la plus simple. Pourquoi? Parce que au fond, moi je fais partie de cette génération un peu éduquée avec le less is more, hein. Moi, le moins c'est le plus, mais le moins ou l'espace fait souvent peur, donc on aime bien le remplir. Moi j'en suis moins convaincu. Et finalement, c'est exactement ce qu'on a besoin d'avoir. Alors, je dis pas que certaines complications, comme un tourbillon, une répétition minute, ne m'intéressent pas, ne me plaisent pas. Au contraire, mais au fond, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Merci beaucoup, Manuel Hemsch, d'avoir été avec nous Merci. aujourd'hui dans B2B. Merci, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.